Bon, je rappelle, comme j'avais fait la dernière fois, que je fais partie des parlementaires qui avaient combattu le projet de fusion entre l'IRSN et l'ASN. Je reste méfiant, mais pour autant, je souhaite évidemment que ça réussisse, puisqu'on parle quand même de sûreté nucléaire et de radioprotection. Donc, si ça se passe bien, tant mieux. J'ai choisi seulement 8 questions dans un rapport de 400 pages, mais je vais aller vite. Le premier sujet sur la prolongation des réacteurs existants. Sauf erreur de ma part, avec les visites décennales, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir en moyenne 13 réacteurs chaque année qui vont être en visite décennale. Aujourd'hui, là aussi, sauf erreur de ma part, le réacteur en fonctionnement le plus vieux dans le monde, il est en Suisse, il a 55 ans. Donc la première question, c'était sur quel retour d'expérience finalement s'appuie l'ASNR pour faire ses visites et prendre ses décisions de prolongation ou pas. La deuxième question, c'était par rapport à l'incident qui s'est passé à Flamanville 1 récemment. Vous avez parlé de la cellule d'urgence, vous êtes plutôt félicité de la manière dont ça pouvait fonctionner. Là, en l'occurrence, on a choisi de ne pas agréer la cellule d'urgence au moment où il y a eu cet incident. Est-ce que ça traduit un changement de doctrine entre ce qui se passait avant, ou peut-être on grée vite en se disant plutôt que de courir après l'incident, tant pis, on va dégréer un peu rapidement s'il y a besoin, et on aurait un petit peu changé de méthode. La troisième question, c'est sur Flamanville 3. Donc, vous avez dit que parmi les difficultés, il y avait des difficultés de l'ordre du fonctionnement, du personnel, enfin, qui devait monter en compétence, mais aussi, on sait aussi qu'il y a des pièces à changer. On pense notamment au couvercle de la cuve. Et du coup, la question, moi, que j'ai là, c'est votre avis d'expert en sûreté du point de vue de ce que nous dit EDF sur la production dans les 6 mois, les 24 mois qui viennent. Est-ce qu'on va vraiment être à pleine puissance? Enfin, est-ce qu'il va tourner, ce réacteur? Est-ce qu'il va produire de l'électricité dans les mois qui viennent? Sur l'EPR2, donc là aussi vous avez dit qu'on avait un tissu industriel qui était peut-être encore un petit peu fragile. Et là aussi je voudrais vous interroger sur les promesses d'EDF de construire Penly en 10 ans, à terme d'aller vers 70 mois, alors qu'on sait que la moyenne dans le monde c'est plutôt 120 mois à l'époque. Voilà, est-ce que vraiment ce sont des promesses qu'on peut espérer respecter? La corrosion sous contrainte, est-ce qu'on a vraiment trouvé la cause? Est-ce qu'on peut espérer que ça ne se reproduise pas? Bon, malheureusement, je pense qu'on a la réponse. Sur le cycle du combustible, effectivement, les usines du cycle, entre guillemets, il va peut-être y avoir un moment où va y avoir un gap. Et vous avez parlé de mettre en place des parades au risque de saturation. Est-ce que juste vous pouvez donner des exemples de qu'est-ce que sont ces parades? SMR et AMR, là aussi j'ai une question plus sur les perspectives parce qu'on nous vend quelque chose qui serait à l'échelle industrielle dans les années qui viennent. J'ai entendu un petit peu le scepticisme de Madame Guénaud-Bresson, mais voilà, pour un déploiement à l'échelle industrielle, est-ce qu'on parle de 2030, est-ce qu'on parle de 2040, est-ce qu'on parle au-delà? Et ma toute dernière question, c'est promis, c'est sur Cigéo, je reviens. Vous avez dit dans votre rapport que l'ANDRA devrait apporter des compléments avant le début des creusements actuellement prévu pour 2035, notamment sur la démonstration de sûreté en exploitation. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui reste à démontrer pour donner un accord? Merci. Je vais commencer par la première question. Vous soulignez à juste titre le fait qu'il y a un programme industriel de visite décennale intense dans les années à venir, avec un recouvrement entre en fait la suite des visites décennales des réacteurs de 900 MW et le début des visites décennales de 1300 MW. Et j'ajouterais que ces visites décennales, en fait, l'ensemble des travaux ne se fait pas d'un coup au moment en un seul arrêt. C'est découpé en lots. Il y a typiquement un lot A et puis ensuite il y a un lot B. C'est comme ça que les visites décennales des réacteurs de 900 MW ont été organisées, et c'est comme ça que se feront aussi les visites décennales des réacteurs de 1300 MW et l'ensemble des travaux, justement pour pouvoir lisser la charge industrielle et que ce soit soutenable pour l'exploitant de réaliser l'ensemble des travaux prévus. Le retour d'expérience qu'on a sur les visites décennales des réacteurs de 900 MW est plutôt bon.
alors que ce processus de lotissement au début des visites décennales pour les premiers réacteurs de 900 MW qui ont fait les quatrièmes visites décennales, ce processus, il n'était pas complètement stabilisé et le lotissement n'était pas complètement stabilisé. Et quelque chose qu'on a vraiment voulu faire pour les visites décennales des réacteurs de 1300 MW, c'est de standardiser ce lotissement dès la première visite décennale d'un réacteur de 1300 MW, strictement en 2 lots, avec un lotissement qui est un peu différent de celui des réacteurs de 900 MW, mais justement pour faciliter cette mise en œuvre des visites décennales d'un point de vue industriel et lisser ce travail au fil du temps. Est-ce que je réponds aux autres questions en même temps, ou à certaines autres questions en même temps, D'accord. Alors, je vais prendre celle sur la montée en puissance du réacteur de Flamanville 3. Donc le planning tel qu'il est annoncé par EDF, c'est d'atteindre à peu près la pleine puissance à l'été cette année. Pour nous, c'est un planning qui apparaît comme réalisable à date. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, ça dépendra des résultats des essais qui sont faits au fur et à mesure de la montée en puissance, mais en l'absence d'événements imprévus qui par définition ne peuvent pas être anticipés, le planning est réaliste de monter en puissance d'ici à l'été. La SNR doit donner une autorisation au moment du passage à 80% de puissance. C'est la dernière autorisation que la SNR doit donner avant l'atteinte de la pleine puissance. Récemment, le réacteur est monté presque à 50% de puissance. Il y a des essais importants qui sont prévus à 60% sur le comportement du cœur du réacteur, puisque le palier 60%, c'est un palier où on commence à avoir beaucoup d'informations précises sur le comportement du cœur du réacteur à un niveau de puissance significatif, 60% de puissance. Et après, il est possible de monter à 80%. Là, il y a un point d'arrêt avec une autorisation attendue de la SNR et ensuite monter à 100%. Dans les questions telles qu'on les ait réparties, je vais vous répondre à la question sur la corrosion sous contrainte. Est-ce qu'on a exactement identifié la cause de la corrosion sous contrainte ? Je dirais que des facteurs favorisant la corrosion sous contrainte ont été identifiés. Au premier rang desquels la géométrie des lignes, le fait d'avoir des lignes dans lesquelles, donc je vous rappelle que la corrosion sous contrainte a affecté des lignes auxiliaires du circuit primaire principal, en particulier les lignes d'injection de sécurité qui ont une importance particulière pour la sûreté. La géométrie de ces lignes avec des tronçons horizontaux et des tronçons verticaux favorise des phénomènes de stratification thermique, c'est-à-dire des zones froides et des zones plus chaudes qui induisent des contraintes sur les soudures, des contraintes mécaniques sur les soudures. Et ça, on est convaincu que c'est un des facteurs de la corrosion sous contrainte. La géométrie de ces lignes est d'ailleurs différente de celle de réacteurs équivalents à l'étranger, ce qui pourrait expliquer la différence de comportement entre le parc français et le parc étranger pour des réacteurs pourtant similaires. Un autre facteur qui a été identifié, c'est les réparations de soudures. Les soudures qui ont été réparées au moment de la construction des réacteurs. Il y a parfois des soudures qui ne sont pas conformes lors des contrôles qui sont faits au moment de la construction et donc des réparations qui sont faites pendant la construction. Ces soudures réparées sont plus susceptibles, ont présenté une fréquence plus importante de défauts de corrosion sous contrainte. Donc c'est un des facteurs de la corrosion sous contrainte. Il pourrait y avoir aussi un autre facteur qui est la présence d'un certain taux d'oxygène dans le fluide qui circule à l'intérieur des tuyauteries. C'est pas totalement certain que ce facteur entre en ligne de compte, mais il y a des indications qui semblent le montrer. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire on a identifié de manière déterministe l'ensemble des causes et on sait dire quand la corrosion se produit, quand elle ne se produit pas, mais il y a des facteurs qui ont été identifiés. Pour l'avenir,
il faut évidemment adapter le programme de contrôle des réacteurs de manière à détecter de manière beaucoup plus précoce de la corrosion sous contrainte si elle venait à se reproduire dans les tuyauteries, puisque la géométrie des tuyauteries réparées n'a pas été modifiée, hein. Le procédé de réalisation des soudures, par contre, lui, a fait l'objet d'améliorations dont on peut penser qu'elles sont de nature à éviter que la corrosion sous contrainte se reproduise sur les soudures qui ont été refaites pour réparer les tuyauteries correspondantes. Donc on a bon espoir qu'il y ait pas de corrosion sous contrainte, ou moins en tout cas, et il faut le surveiller. Donc je vais compléter, tant qu'on est sur les réacteurs à eau pressurisée, sur l'incident qui a eu lieu à Flamanville 1. Et si nécessaire, Christophe Quintin, qui est notre inspecteur en chef, pourra compléter si nécessaire. Pour répondre bien à votre question, je pense qu'il faut replacer l'incident, voir comment il a été géré en situation d'urgence, et puis aussi en termes de communication. Alors peut-être juste pour commencer, de quoi il s'agissait. En fait, il s'agit d'une fuite qui a eu lieu sur une petite canalisation. Alors quand je dis une petite canalisation, je le dis tout de suite pour qu'on ne confonde pas ça avec le sujet par exemple, des CSC qu'évoquait Olivier un instant. On parle d'une canalisation qui est de cette taille-là, hein. Donc je dis ça, mais je vais comme ça. Voilà. C'était sur le circuit primaire, donc c'était un sujet important. Ça a déclenché l'appel des pompiers parce que ça a déclenché une alarme qui ne permettait pas de distinguer, parce qu'elle avait identifié la chaleur, s'il s'agissait plutôt d'un incendie ou plutôt de phénomène de vapeur. Donc ça fait rentrer les pompiers de l'extérieur. C'est ça qui a créé le premier élément médiatique. Mais après, ça n'a nécessité ni l'activation du plan d'urgence interne d'EDF, ni des mesures supplémentaires au-delà de la procédure et des procédures qu'a géré EDF pour baisser en pression, puis après pouvoir intervenir et stopper cette fuite. Face à cela, il y a deux discussions dans le retour d'expérience qui ont émergé. Il y a celle que vous évoquez, c'est celle du gréement ou non du centre de crise d'urgence de la SNR. Et puis il y a la question de la communication, au premier chef celle d'EDF d'ailleurs, hein. Sur le gréement de la cellule de crise, clairement, dans un contexte où il n'y avait pas de PEI activé et vu la nature de l'accident, les équipes d'astreinte n'ont pas jugé nécessaire d'activer la cellule de crise, le centre de crise dans sa globalité. Derrière cela, il y a deux habitudes qui étaient différentes à l'ex-ASN et à l'ex-IRSN. L'ex-IRSN qui avait plutôt l'habitude de gréer intégralement le centre de crise très rapidement, et l'ASN qui le faisait de manière plus progressive. La leçon qu'on en tire, c'est qu'il faut probablement qu'on formalise plus explicitement le gréement intermédiaire, qui est celui qui est proportionné à la nature de l'incident. Et c'est ce que on va travailler dans le cadre du retour d'expérience qui est mené par les équipes. Et puis la deuxième chose, c'est la communication. Et effectivement, comme il y avait eu un élément de communication très amont lié à l'activation des pompiers extérieurs, le premier point, c'est qu'EDF aurait dû recommuniquer probablement beaucoup plus rapidement sur la nature réelle de l'incident et son caractère limité. Et c'est ce qui a été débattu, notamment en CLI, vous l'avez peut-être revu dans la revue de presse il y a encore 2-3 jours, et qui fera l'objet d'un retour d'expérience, sachant que côté ASNR, nous avions prévu une inspection réactive sur site très rapidement, et que l'on comptait nous communiquer à l'issue soit à l'issue de la communication de l'exploitant, soit à l'issue de cette inspection. Là aussi, on fera notre retour d'expérience, mais tout en soulignant le caractère un peu particulier de cet exercice, de cet incident, dans son ampleur, puisqu'en fait, il a été catégorisé INES 1, donc il est resté très limité en impact, mais également le contexte un peu particulier de l'enchaînement des opérations. Je ne sais pas si Christophe veut compléter. Non, voilà. Pour terminer sur les EPR, on va passer aux EPR 2 et dire un mot sur, alors je vais essayer de ne pas dire supply chain, le tissu industriel. Voilà, merci. Voilà. Essayez de ne pas jargonner. Alors, votre question était, est-ce que les 70 mois de construction sont crédibles? Évidemment, je ne vais pas vous faire une réponse oui-non, ce serait trop simple. Et puis, ce n'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le dire. Évidemment,
Quand l'ASN dit que le tissu industriel est fragile, c'est pour deux raisons. Primo, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas construit ce genre de projet d'ampleur. Ensuite, parce que l'EPR a montré tous les effets de la perte de compétences industrielles. Et enfin, comme l'a dit Pierre-Marie dans ses propos liminaires, malheureusement, nous avons, parce que nous avons amélioré notre capacité à les détecter, énormément de détection de ce qu'on appelle des CFS pour suspicion de contrefaçon et de fraude. En fait, des écarts, des irrégularités industrielles. La grande majorité de ces écarts sont plutôt des écarts à la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la qualité du produit qui est mise en œuvre. C'est qu'en tout cas, la qualité de la preuve ne nous permet pas de nous dire, d'être rassurés sur le caractère sûr de l'équipement dans le cadre de son respect des exigences. Évidemment, un projet qui se passe bien, Pierre-Marie l'a dit, c'est bon pour la sûreté. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a les preuves à temps, qu'on peut travailler, parce que des écarts, ça arrive, on peut travailler sur ces écarts, dire s'ils sont acceptables ou pas, ou rester très serein quand toutes les preuves arrivent. Et donc, ce qui est important, c'est que les industriels, et ils le font déjà, travaillent sur ce qu'ils appellent, c'est le cas chez EDF, le bon du premier coup. Mais encore une fois, avec la preuve qui va avec. Et ça, c'est important. Le retour d'expérience chinois, c'est 54 mois pour construire un équivalent EPR de 1000 mégawatts électriques. Et c'est sur la base de méthodes de construction modulaires. Les constructions modulaires en France, on sait faire. À Saint-Nazaire, on construit très rapidement et de façon modulaire et en atteignant la qualité. Donc aujourd'hui, nous travaillons énormément avec la filière industrielle, à la fois pour expliquer nos attentes en tant qu'autorité de sûreté, mais aussi pour envisager avec l'ensemble de la filière industrielle de nouvelles méthodes de contrôle. Il ne s'agit pas de réduire nos exigences, il s'agit peut-être de revoir les méthodes qui vont nous permettre d'accepter les preuves et la façon dont les exigences sont atteintes. Nous participons énormément, et là aussi Christophe Quintin, notre inspecteur en chef, pourrait en témoigner. Nous participons à des séminaires du GIFEN pour expliquer, faire de la pédagogie, entendre aussi la filière, leurs difficultés. Et personnellement, j'ai eu la chance d'aller en Chine en décembre sur le chantier de Zhangzhou où 6 réacteurs sont en construction en même temps. Je n'ai pas eu l'impression que mon homologue chinois était moins disant en termes de qualité, sûreté que nous. Au contraire, parce qu'ils ont beaucoup d'inspecteurs sur place avec des tablettes qui prennent des photos de tout ce qui ne va pas et les écarts sont systématiquement revus dans la nuit. À la chinoise. Mais encore une fois, la méthode modulaire, la méthode de construction modulaire envisagée par EDF à ce stade, et ce sera à EDF de prendre ces décisions industrielles, ne nous paraît pas poser de problème en termes de sûreté dès lors que les preuves et la qualité de la sûreté, que la démonstration est faite, et nous travaillons avec la filière là-dessus. Est-ce que Christophe, tu veux rajouter quelque chose ? Je vais peut-être juste compléter et élargir la réponse. Clairement, l'enjeu de la construction des EPR2, c'est un enjeu de construction. Au premier chef, ce n'est pas un enjeu de design. C'est un enjeu de réussir la construction. Et pour réussir la construction, il faut standardiser, il faut une construction plus modulaire et il faut que l'exploitant reconstitue sa capacité de maîtrise d'œuvre de construction. Face à cela, pour nous, comme régulateurs, c'est un certain nombre d'implications. La première implication, c'est l'approche par palier et c'est l'approche de dérisquer en amont. Et c'est ce qu'on a fait en demandant à l'exploitant de nous fournir un certain nombre de dossiers sur des sujets clés qui étaient traités soit dans l'instruction générique de l'EPR2, soit en amont du palier sur un certain nombre de sujets qui étaient à instruire. Cet enjeu de dérisquer en amont du palier, elle est essentielle pour le premier palier et encore plus pour la suite. La deuxième chose, c'est de stabiliser les référentiels pendant un palier. Et là aussi, nous sommes rentrés sur des sujets techniques, je pense notamment aux équipements sous pression, dans une logique de stabilisation du référentiel de réalisation, de construction, pendant un palier. C'est un enjeu industriel entre l'ASNR, l'exploitant, mais aussi la filière. Enfin, je voudrais juste réinsister sur un point et rappeler une des forces du système français, qui est que le premier responsable de la sûreté, c'est l'exploitant, et que l'ASNR prescrit des objectifs. Elle ne prescrit pas
des dispositions techniques. Je réinsiste là-dessus, parce que lorsqu'on dit régulièrement tel équipement n'est pas constructible par le fournisseur, les spécifications techniques, elles sont établies par l'exploitant. Et donc, c'est à l'exploitant de définir des spécifications techniques de réalisation qui, dès leur définition, s'assurent de la faisabilité et également de la contrôlabilité, c'est-à-dire des modalités dans lesquelles, le moment venu, la démonstration de sûreté, la démonstration de qualité sera apportée à l'autorité de sûreté. Et l'essentiel de ces difficultés qu'il peut y avoir entre un fournisseur et EDF, c'est bien entre EDF et le fournisseur à les traiter, une fois qu'on a stabilisé les grands référentiels. Je voulais juste réinsister là-dessus pour bien remettre vraiment un peu l'église au milieu du village. Voilà. Merci. Et si je poursuis pour les réponses, je vais vous parler maintenant des SMR et des AMR, donc les petits réacteurs modulaires. Vous demandiez s'il y avait des perspectives réelles à l'échelle industrielle. Je répondrai en 3 points. Comme nous l'avons dit, la difficulté de ces objets, c'est qu'il ne faut pas les voir comme des simples réacteurs. Ils doivent s'insérer dans un cycle. Ils doivent avoir des combustibles, ils doivent avoir des chaînes pour traiter leurs déchets, et ils doivent avoir une chaîne en amont pour qu'on sache ce qu'on fera de leur combustible usé. Ceci étant dit, il y a donc des technologies plus ou moins matures. Par exemple, le projet Calogena nous a annoncé qu'il s'inscrivait exactement dans le même cycle combustible des EPR, puisqu'il entend utiliser des combustibles de type EPR, mais plus petits. D'autres réacteurs sont sur des technologies beaucoup plus innovantes et qui, elles, vont nécessiter la création d'un cycle du combustible complet. Donc effectivement, on ne peut pas comparer tous les projets en fonction de la maturité de leur technologie. Et enfin, je dois quand même reconnaître, parce que nos services travaillent quasiment au quotidien avec les porteurs de projets, puisque comme nous vous l'avions expliqué l'année dernière, nous avons mis en place un cadre d'échange informel avant de passer dans la phase d'échange formel réglementaire. Et dans ce cadre d'échange informel, nous sommes assez impressionnés par l'agilité de ces porteurs de projets qui sont effectivement capables de réagir très vite pour concevoir ou réfléchir, etc. La difficulté qu'ils auront quand même, et je reviens à ma difficulté de cycle de combustible, c'est que créer tout un cycle, ça coûte cher. Ça veut dire qu'ils vont, s'ils veulent réussir à aller au bout, qu'ils vont devoir trouver des partenaires et des investisseurs, et que toute la difficulté va donc être pour eux la crédibilité qu'ils sont capables de montrer vis-à-vis de ces partenaires et investisseurs. Évidemment, ça n'est pas l'objet de l'ASNR. L'ASNR les accompagne sur la sûreté, sur le rappel des exigences que nous attendrons, à la fois les exigences qualité et des exigences de preuve, de sûreté, de concept sur l'ensemble du cycle. Voilà, désolée, encore une fois, je n'ai pas répondu à votre question. Maintenant, Pierre va traiter les questions cycle et SIG. Merci. Vous avez posé une question sur les parades à mettre en place vis-à-vis du risque de saturation. Donc, je vais juste rappeler très rapidement en quoi consiste ce risque, quelle est la nécessité des parades et où nous en sommes dans leur mise en place. Les piscines du site de La Hague servent à entreposer le combustible usé. Donc il y a ce qui y rentre, c'est le combustible usé qui provient des réacteurs EDF, où il est retiré des cœurs, il attend quelques années en piscine, puis il est envoyé sur le site de La Hague. Ce qui sort de ces piscines, c'est le combustible qui est mis en retraitement, donc qui est cisaillé, dissous, duquel on extrait les produits de fission qui deviennent des déchets, et le plutonium qui, lui, a vocation à alimenter la fabrication en MOX, combustibles qui sont eux-mêmes à leur tour réinjectés dans les réacteurs du parc électronucléaire. Donc il y a ce qui rentre dans ces piscines, il y a ce qui en sort, et puis il y a ce qui y reste. Ce qui y reste, c'est principalement à l'heure actuelle les combustibles usés MOX, puisque ceux-ci, dans l'état actuel des techniques, ne sont pas retraités. Donc cette partie-là, elle reste dans les piscines et elle s'y accumule à mesure de la production et de la consommation de MOX du parc. Donc ce n'est pas la partie majoritaire de ce qui occupe les piscines, mais c'est une partie néanmoins significative et croissante. La stabilisation des inventaires en piscine suppose qu'un équilibre soit trouvé entre ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste de ces piscines.
Ces piscines étant en définitive, compte tenu de la complexité des installations du cycle du combustible, le seul endroit qui offre un stock tampon significatif, tout aléa sur le cycle se traduit in fine par une augmentation du stock dans les piscines. Puisque, que ce soit les difficultés de production de mélox, on l'a vu ces dernières années, que ce soit les difficultés de production des ateliers de la Hague eux-mêmes, lorsqu'ils ont eu des sujets de corrosion des évaporateurs, dans tous les cas, le ralentissement de n'importe lequel des maillons de la chaîne industrielle du cycle du combustible a pour effet que l'équilibre n'est plus assuré dans les piscines et donc on y fait entrer plus de combustible qu'on en fait sortir. C'est là qu'apparaît le risque de saturation, c'est-à-dire à supposer que ces aléas se cumulent et qu'on atteint le remplissage complet des piscines, on ne pourrait plus évacuer le combustible usé des réacteurs EDF et donc ça impacterait la manière dont est géré le parc électronucléaire, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Pour vous donner un ordre de grandeur, la place disponible aujourd'hui dans les piscines de la Hague correspond à environ 9 mois du rythme d'arrivée des combustibles usés, à supposer que plus rien ne sorte. Donc en cas d'arrêt complet du cycle, ce qui est improbable puisque ça correspondrait à un aléa majeur, ne peut toutefois pas complètement être exclu, on a un peu moins d'un an pour trouver une solution au risque de saturation. Ça fait de nombreuses années que l'ASN alerte sur cette tendance, c'est-à-dire l'affaiblissement des marges capacitaires des piscines de la Hague et la nécessité de trouver, si ces marges étaient complètement consommées, des parades. Donc c'est ici que la nécessité de restituer des marges nous amène au sujet des parades. Donc quelles sont les parades qui peuvent être imaginées ou mises en place pour réagir en cas de saturation des piscines? C'est en premier lieu la densification, c'est-à-dire dans les mêmes piscines, entreposer plus de combustible en utilisant notamment des paniers qui permettent de mettre un peu plus d'assemblage dans le même espace. C'est l'entreposage à sec, à supposer que les assemblages ne sont plus mis en piscine, mais entreposés dans des colis à l'état sec, ça existe à l'international. Et il y a quelques autres parades qui consisteraient à retraiter un peu plus qu'on ne fait rentrer de combustible, donc augmenter la consommation de MOX du parc EDF. Donc là, pour le coup, il s'agit essentiellement de gestion du MOXage du parc par EDF. Où en sommes-nous sur ces différentes parades? La première, c'est la densification. Celle-ci a fait l'objet de dossiers de sûreté qui ont abouti à une autorisation de l'ASNR qui a été délivrée l'an dernier et la fabrication des paniers densifiés par Orano a commencé. Cette fabrication semble, pour ce qu'on en a vu, bien maîtrisée et donc cette parade est aujourd'hui techniquement disponible et administrativement autorisée. Pour autant, sa mise en œuvre nécessitera encore un feu vert de l'ASNR puisque il ne doit être recouru aux parades que lorsque vraiment toutes les autres possibilités de rester dans la gestion actuelle auront été épuisées. Et donc nous souhaitons dans tous les cas avoir la main sur le feu vert qui devra être donné pour la mise en œuvre de cette parade. Donc techniquement et administrativement, elle est disponible et en revanche, sa mise en œuvre nécessite encore un feu vert, mais qui n'aura pas besoin de reposer sur l'élaboration de dossiers complémentaires ou sur des fabrications nouvelles. Concernant l'entreposage à sec, il fait l'objet d'un dossier d'option de sûreté qui est à l'étude et sur lequel on devrait avoir la possibilité de se prononcer dans les quelques mois ou années qui viennent. La SNR a souligné que ce n'était pas de son point de vue la solution la plus à privilégier, puisqu'aujourd'hui il y a encore quelques questions qui se posent vis-à-vis de l'entreposage à sec lorsqu'il est envisagé sur des très longues durées et qu'il doit aboutir à une reprise des combustibles pour une mise en retraitement. Aujourd'hui, on sait assurer la sûreté d'entreposage à sec de combustibles usés. En revanche, la réutilisation de ces combustibles dans peut-être 40 ou 50 ans pour être retraités nécessite d'être encore précisée sur la faisabilité après une période d'entreposage à sec. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui sur la mise en place des parades à la saturation. Je souligne que ces parades sont d'autant plus nécessaires que les perspectives de renouvellement des capacités d'entreposage, donc la construction de nouvelles piscines, aujourd'hui affichées avec un horizon de mise en service en 2040, laissent imaginer que nous allons devoir vivre longtemps avec des marges faibles. C'est-à-dire que les piscines aujourd'hui sont déjà assez pleines et les efforts entrepris par Orano pour stabiliser le fonctionnement des usines du cycle permettent de stabiliser cet inventaire, mais pas de le réduire substantiellement.
Et donc la situation où on est proche de la saturation est appelée à durer, ce qui souligne d'autant plus la nécessité d'avoir des parades qui puissent être mises en place si jamais un aléa survenait. Voilà pour le sujet parade. Je propose de répondre à la question sur CIGEO. Je me permets juste une question sur les parades. Ça nous donne quelle marge supplémentaire? Vous avez évoqué un délai d'1 an, en gros, pour faire face à la situation qui est face à nous. L'intensification du stockage, le moxage. Alors il y a plusieurs paliers. Donne quelle marge? Il y a plusieurs paliers dans la densification. En gros, le premier palier donnerait 18 mois, 2 ans de marge, le second à peu près autant. Donc c'est des parades qui normalement sont dimensionnées pour faire face au type d'aléa vis-à-vis duquel on veut avoir des solutions. Ça ne nous emmène pas en 2040, quoi. Pardon ? Ça ne nous emmène pas en 2040 à l'arrivée d'une nouvelle piscine. À l'heure actuelle, et compte tenu du fonctionnement des usines du cycle, l'inventaire est stabilisé. C'est-à-dire que la croissance du stock en piscine, aujourd'hui qui était attendue en 2030, notamment du fait de l'arrêt des réacteurs de 900 MW qui était prévu dans la PPE antérieure, puisque c'est ces réacteurs-là qui consomment du MOX et qui donc permettent de vider les piscines. Cet arrêt ayant été lui-même décalé, aujourd'hui, la croissance inéluctable de l'inventaire en piscine a été repoussée d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, les projections sur le fonctionnement du cycle permettent d'envisager, si les différentes hypothèses sous-jacentes sont respectées, que l'inventaire en piscine devrait en principe être stable entre maintenant et 2040, où il va à nouveau augmenter compte tenu de l'arrêt des réacteurs de 900 MW qui surviendra à ce moment-là. Les marges sont là pour couvrir des aléas par rapport à un cycle qui serait stabilisé et équilibré, en fait. Et le décalage d'une dizaine d'années est lié au fait que, notamment, les réacteurs de 900 MW ne sont plus fermés et donc peuvent continuer à faire tourner, consommer des combustibles usés pour les transformer en MOX. Et que la machine, que les usines fonctionnent correctement. Les parades que l'on a mises en place, c'est vraiment pour se prémunir de la réapparition de difficultés à justement maintenir ces équilibres. Ce n'est pas des marges qu'on consomme naturellement par le fonctionnement des usines. Par contre, effectivement, comme la courbe en fait, de montée est en fait très plate, c'est clair qu'il y a quand même une fragilité aux hypothèses, si les hypothèses se dégradaient du type performance de Melox. Donc c'est pour ça qu'on a quand même besoin, même si on a récupéré une dizaine d'années de marge, de disposer de ces parades face aux aléas de toute nature. On parle d'aléas de fonctionnement de Melox, mais ça peut être aussi des aléas de conduite du dit projet. Et c'est pour ça que j'insistais dans mon propos introductif sur, la vigilance qu'on conservait sur l'équilibre complet du système, et 2, la conduite de projet, et que l'on attend, je crois, dès 2026, les premiers dossiers d'orientation de sûreté sur la dite piscine. En 2026 ou début 2027. Oui, fin 2026 ou début 2027, pour pouvoir s'assurer que ce projet s'engage sur de bonnes bases, surtout considérant les péripéties passées qu'il a connues. Voilà. Bien. Vous aviez également une question sur les différents compléments identifiés dans le dossier CIGEO et jugés nécessaires avant l'engagement des creusements. Donc effectivement, ce à quoi vous faites référence, c'est le travail d'instruction en cours de la demande d'autorisation de création, donc en ce moment en cours d'instruction technique, qui a donné lieu, comme le disait Stéphanie Guénaud-Bresson à l'instant, à 2 premiers GP et un 3e qui aura lieu au mois de juin, et fera l'objet d'un avis de synthèse de la SNR qui sera remis au Parlement à l'automne 2025 en vue du basculement dans la séquence des consultations. Dans le travail d'instruction, les conclusions telles que vous pouvez également en prendre connaissance dans les notes d'information qui ont été diffusées à la suite de la tenue des GP permettent d'établir d'une part la maturité du projet et donc la possibilité de lui accorder, si ça va au bout de l'instruction, une autorisation par voie de décret qui serait l'aboutissement de la procédure. D'autre part, l'instruction technique met en lumière un certain nombre de sujets qui nécessitent d'être creusés, complétés ou précisés avant certaines étapes clés de la vie de l'installation, mais pour lesquelles il n'est pas raisonnable ou faisable de demander dès aujourd'hui la totalité des informations, tout simplement parce que celles-ci
ne seront le cas échéant disponibles qu'au moment où l'installation commencera à vivre effectivement. Et donc le travail d'instruction qu'on fait aujourd'hui permet d'une part de juger de la possibilité de la procédure à aller à son terme, c'est-à-dire accorder le décret d'autorisation, et d'autre part à nourrir le travail d'encadrement de cette installation à partir du moment où elle aura été autorisée et où elle commencera à vivre. Et donc ça se traduit par un certain nombre de jalons dans la vie du projet auxquels on a dit, au moment de franchir ce jalon-là, un certain nombre de dossiers devront avoir été précisés d'ici là, parce que le franchissement technique de ce jalon nécessite d'être clarifié ou précisé à ce moment-là. Et la présentation de cette espèce de feuille de route réglementaire, c'est-à-dire qui dit si cette installation est autorisée, quels sont les éléments clés, les jalons clés de sa vie auxquels on va demander des compléments, c'est notamment ce qu'on va expliquer et présenter au Parlement dans l'avis qu'on va remettre à la fin de l'année. Puisque l'aboutissement de la phase d'instruction, ça va précisément être de présenter à ceux qui sont là pour décider, d'une part, notre jugement sur l'autorisabilité du projet et d'autre part, les nécessités d'encadrement réglementaire une fois que ce projet aura été autorisé. Donc, si j'en fais le résumé, le premier groupe permanent a conclu par exemple à la nécessité de compléter un certain nombre de programmes de recherche pour lever les dernières incertitudes sur la structure de la roche haute. Et ce sujet-là, le groupe permanent d'experts a estimé qu'il devait être clarifié avant le creusement des liaisons vers les quartiers haute activité, puisqu'on parle de la structure de la roche-mère en profondeur. Ce même GP a mis en lumière la nécessité d'un programme de recherche sur le matériau de remplissage de l'espace annulaire. C'est la partie qui vient combler l'extérieur des tubes qu'on implante dans la profondeur. Et ça, pour le coup, on a considéré que c'était une question qui devait trouver une réponse avant que le décret d'autorisation soit accordé. Donc parfois, il y a certaines questions qui sont posées pour lesquelles on estime que la réponse doit être apportée plus tôt. Après, sur les méthodes de creusement à mettre en œuvre, notamment au vu des conséquences qu'elles ont sur la tenue de la roche alentour, on a considéré que la définition de ces méthodes devait être décantée et validée avant l'engagement des creusements du puits principal. D'autres sujets ont été assignés à la phase pilote, puisque la phase industrielle pilote comporte également un certain nombre d'objectifs de précision sur la manière dont pourra fonctionner l'installation. Et puis dans le courant du deuxième groupe permanent d'experts, on a par exemple, pour reparler de l'échéance engagement des travaux des creusements, identifié la nécessité de préciser la manière dont sera gérée la prévention du risque d'explosion dans les installations avant le creusement, tout simplement parce que la prévention de ce risque comporte un certain nombre de dispositions qui sont dimensionnantes et structurantes pour ce travail de creusement. Par exemple, le cloisonnement, les modalités de ventilation, la géométrie, ou encore l'implantation de la détection. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets techniques dont on a besoin d'être sûr qu'ils sont aboutis avant qu'on engage les travaux. Et donc, typiquement, ça donne lieu à des échéances telles que celles que vous évoquez. Donc, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que dans le travail d'instruction qu'on fait, c'est vraiment, il y a un jugement de bonne tenue de l'ensemble du dossier et surtout la préparation de ce que pourra être la vie de l'installation et les jalons clés sur lesquels on va imposer des prescriptions, peut-être des points d'arrêt et des clauses de revoyure qui nous permettront à nous de vérifier que les questions qu'on a posées ont trouvé la réponse au moment où cette réponse est nécessaire.